C'est incroyable que personne ne parle de ça, c'est une astuce de fou que je vous donne maintenant. Si tu ignores ces 5 astuces qu'on va voir tout de suite pour ton premier appartement, tu vas perdre de l'argent à tous les coups. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux acheter ton premier appartement et que tu veux éviter les erreurs de débutants qui coûtent cher. Le problème, c'est qu'on t'a jamais vraiment expliqué les règles du jeu, donc tu crois que tu peux te lancer au feeling en apprenant sur le tas, mais en réalité, tu peux plomber tes 10 prochaines années si tu rates ton premier investissement immobilier. Ce sera plus difficile d'aller convaincre les banques, de trouver des bonnes zones, etc. Donc c'est maintenant que tout se joue. J'ai moi-même à 26 ans et en moins de 3 ans acheté 4 biens immobiliers qui me rapportent aujourd'hui l'équivalent d'un SMIC, même après remboursement des mensualités bancaires, tout ça en partant de zéro sans connaissance, et c'est justement grâce à ces méthodes concrètes qu'on va voir tout de suite que j'ai évité les erreurs classiques des débutants. Actuellement, je te partage une astuce secrète par jour pendant 30 jours pour être rentable en immobilier en 2025 et en 2026. Donc là, c'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, je passe sur ma tablette, on va le faire dans l'ordre décroissant, on va partir du dernier point pour remonter jusqu'au premier. Alors, le numéro 5, c'est vraiment une bombe de valeur que je vais vous donner maintenant. C'est comme ça, moi, en un coup d'œil, où j'élimine toutes les annonces sur les sites comme Se Loger, Le Bon Coin, etc. Je regarde deux choses. Premièrement, c'est les honoraires agences. Je m'explique. Vous devez vous dire, oui, très bien, les frais d'une agence, je vais les faire financer par la banque ou pas, bref, on verra ça plus tard. Pas du tout, faut voir ça maintenant, parce qu'il y a deux frais d'honoraires d'agence. Il y a les honoraires vendeurs et acquéreurs. Lequel je regarde? Là, en fait, pour voir lequel il faut regarder, il faut comprendre à quoi ça va servir derrière. Les frais d'agence vendeur, faut comprendre que c'est le vendeur qui, une fois qu'il aura touché l'argent de l'appartement, va prendre son argent pour payer l'agence. Maintenant, les frais d'agence acquéreur, comment ça se passe? C'est pas du tout pareil. En fait, les frais d'agence acquéreur, c'est vous l'acquéreur qui allez acheter votre appartement, qui allez payer de votre poche les frais d'agence à l'agence immobilière. On peut pas les faire financer, les frais d'agence. Et donc, vu que très souvent, c'est entre 5 et 10% du montant du bien, c'est-à-dire que instantanément, en plus des frais de notaire, en plus de tous les frais, vous devez payer plusieurs milliers d'euros à sortir de votre trésorerie pour payer l'agence immobilière. Ça, c'est incroyable que personne ne parle de ça. C'est une astuce de fou que je vous donne maintenant. Alors que les honoraires vendeurs, bah ça, en fait, ils sont indirectement inclus dans le prêt immobilier, on s'en fout, c'est pas votre problème d'aller payer ou pas plus tard l'agence immobilière. Donc en gros là, quand je me promène par exemple sur Se Loger, j'ai mis aucun critère, c'est juste pour l'exemple. On a deux types de biens, par exemple celui-ci, on voit honoraire à la charge de l'acquéreur. Alors que si on prend une autre fiche d'appartement, on descend en bas, on voit honoraire à la charge du vendeur. En fait moi, celui où il y a marqué honoraire à la charge de l'acquéreur, je regarde même pas. Alors il y a un monde dans lequel pour la résidence principale, bon, on peut mettre de côté ça, c'est pas grave. Il y a un autre monde dans lequel éventuellement, si c'est un coup de cœur absolu, on peut expliquer la situation à l'agent immobilier pour transformer les frais d'agence acquéreur en frais d'agence vendeur, mais c'est très compliqué, souvent ils comprennent pas pourquoi, c'est un combat infernal. Bref, si vous voulez pas sortir de votre poche d'un coup des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros qui ne sont pas finançables par la banque, les annonces comme ça, charge acquéreur, à la poubelle directe. Et celle-là, que ce soit charge vendeur ou alors pas de frais d'agence du tout, il y a pas de souci, on peut les garder et les mettre de côté. Donc là ici je garde les frais vendeurs, il y a pas de souci, c'est pas notre problème, c'est pas nous qui allons les payer. Le deuxième critère que je regarde absolument pour éliminer direct une annonce, c'est pareil, c'est une autre bombe de valeur que je vous dis ici, c'est tout simplement les charges de copropriété. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une charge, c'est comme un emprunt bancaire quasiment. Parfois, c'est des centaines d'euros que vous devez sortir tous les mois obligatoirement à durée indéterminée. Et en fait, pour un investissement locatif, c'est une charge immense qui va vous faire perdre de l'argent. Par exemple, là, pour un bien à 155 000 euros, 1000 euros de charge annuelle, pour moi, c'est vraiment c'est le max à pas dépasser, quoi. On peut se fixer un plafond de, allez, pour un appartement à 100 000 euros, max 1000 euros de charge de copropriété annuelle. Donc 1%, c'est le max. Au-delà, ça va vous coûter trop cher, ça va plomber votre rentabilité. Et vous allez le voir dans vos business plans de façon que vous n'allez pas être rentable. Donc les charges de copro, 1% max par an. Ensuite, l'astuce numéro 4 qui est aussi incroyable, c'est une vraie bombe de valeur, c'est comment vraiment bien négocier un appartement dans l'ancien. C'est simple, il y a un seul truc que vous devez retenir dans ce chapitre, c'est castorus.com. En fait, vous allez mettre le lien de l'annonce, ça va vous donner l'historique de prix pour cette annonce. On voit qu'elle était à ce prix-là pour telle date, et ensuite elle a diminué à telle date. Et ça, c'est incroyable pour négocier, parce qu'on sait du coup quels sont les paliers pour diminuer. Là, on passe de 150 000 à 145 000. On voit également l'ancienneté, donc là, ça fait plusieurs mois qu'elle est en vente cette annonce, donc c'est un super levier pour bien négocier, parce que vous pourrez dire à l'agent immobilier, bah ça fait 10 mois qu'elle trouve pas de vendeur, c'est bien la preuve que le prix il est trop haut, donc je vous propose tel prix. C'est vraiment un outil incroyable. Donc regardez Castorus, et aussi pour bien négocier, une autre astuce c'est de s'appuyer sur des faits. Si vous prévoyez par exemple de faire des travaux, montrez les devis, vous leur dites moi j'en ai pour 15 000 euros de travaux, donc faites-moi un prix, ça va me coûter trop cher, etc. Les vraies négociations qui sont réussies, c'est des négociations qui s'appuient sur des chiffres, et pas juste au feeling, au ressenti, parce que ça montre que vous avez des arguments à mettre sur la table. Donc tout ça, c'est avec des chiffres en fait. Le critère numéro 3, c'est de comprendre les règles dans lesquelles on évolue. En fait, c'est tout simplement les règles où si tu ne
les respectes pas, tu pourras même pas te faire financer et acheter ton bien. Donc la première, c'est le fameux taux d'endettement à 35%. Donc il faut que les mensualités bancaires ne dépassent pas 35% de tes revenus nets. Donc ça, tout le monde connaît, mais surtout les règles les beaucoup moins connues, c'est les DPE. Si tu achètes un bien avec un DPE qui a EFG, une mauvaise lettre, la banque ne te financera que si tu prévois de faire des travaux. Parce qu'en fait, la banque, si jamais un jour toi tu fais faillite et t'arrives plus à rembourser ton emprunt, elle va reprendre ton appartement et elle va le revendre sur le marché. Et elle pourra le revendre beaucoup mieux et beaucoup plus cher s'il a un bon DPE. Donc elle va t'obliger à faire des travaux. Donc c'est-à-dire que c'est des devis obligatoires. Et enfin, bien évidemment, la troisième et dernière règle, c'est l'encadrement des loyers. Il y a plein de villes aujourd'hui en France qui ont ça, je vous laisserai voir sur internet, pour la ville dans laquelle vous voulez investir. La règle numéro 2, c'est sur les copros. Très souvent aujourd'hui, les gens achètent dans des immeubles, et il y a donc des copropriétaires, et il y a des règles à respecter. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc regarde-la. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que attention à la destination, surtout si tu prévois de faire des choses atypiques, par exemple du Airbnb. Lis-le entièrement, regarde les annexes, fais-le analyser par ChatGPT. Également, relis tous les 3 derniers PV d'AG obligatoirement. Les 3 derniers procès-verbaux des assemblées générales. C'est les comptes rendus des 3 dernières années de ces réunions où on prend toutes les grosses décisions. Ça permet vraiment de voir l'orientation que prend la copropriété, leur réactivité, leur souplesse, est-ce qu'ils sont ok si jamais tu dois faire des gros travaux. Très souvent, on apprend beaucoup de trucs là-dedans. Croyez-moi, à chaque fois que j'ai acheté un bien immobilier, je regardais absolument les 3 derniers PV d'AG et j'apprends que la copropriété, elle a une dette de X milliers d'euros auprès de tel artisan qu'elle a jamais payé. Donc c'est vous qui allez la payer. Qu'il y a peut-être un ravalement qui est prévu dans moins de 10 ans, vous allez devoir payer des dizaines de milliers d'euros. C'est super important de le lire. Bref, je vous renvoie vers cette vidéo que j'ai faite qui parle entièrement de ça. Et le point numéro 1, c'est le plus important, sinon tu te plantes à coup sûr, c'est tout simplement quelle stratégie prendre. Il y en a 2. Alors déjà, il y a le type de bien. Est-ce qu'on prend immeuble, studio ou appartement classique, type T2, T3, etc. Alors déjà, les immeubles. Moi, je suis assez sceptique là-dessus parce que quand vous êtes propriétaire entièrement d'un lot, c'est comme si vous êtes propriétaire d'une maison. Quand il y a une fuite sur le toit, c'est à vous de tout payer entièrement. J'ai vu des factures passer à 20 000 euros, moi, pour un de mes appartements qui a une fuite en copropriété à cause d'une fuite sur le toit. Heureusement qu'on était plusieurs copropriétaires à se répartir la charge, parce que sinon, une seule fissure, ça annule 10 ans de rentabilité positive. Donc ça permet vraiment de mutualiser les coûts, les risques. Alors oui, ok, on peut pas faire ce qu'on veut dedans, mais en tout cas, pour un premier investissement locatif, c'est obligatoire. Ensuite, je passe au dernier, les appartements T2, T3, pourquoi pas, mais le problème, c'est qu'on se limite quand même à un certain type de population. C'est que des couples, voire des familles, qui recherchent donc du nu et pas du meublé. Donc la rentabilité, elle est un peu moins élevée. Vous vous privez de tous les étudiants, toutes les personnes qui veulent un appartement seul pour travailler, ou qui veulent une résidence secondaire pour profiter, pour souffler, pour faire du télétravail. Le marché est quand même beaucoup plus petit des personnes qui recherchent ce type d'appartement. En plus de la rentabilité qui est plus faible, c'est la raison pour laquelle je préfère les studios, du moins les T1, enfin les petits appartements. Le marché est immense et c'est facile d'être rentable parce que déjà les meublés ça part beaucoup plus vite, beaucoup mieux et ça se loue plus cher. Donc aussi vous pouvez choisir des meilleurs locataires et ainsi de suite. Également au niveau de la loc, est-ce que vous faites location longue durée classique, location courte durée type Airbnb ou location moyenne durée? En fait ça va totalement influer la recherche de biens qu'on a vu plus haut. Location longue durée, par exemple si vous visez un studio ou un appartement T1, faut viser une zone dynamique proche d'un centre-ville, proche d'une gare. Si vous visez des étudiants, pourquoi pas proche d'une université aussi. Donc vraiment le type de localisation influence totalement la recherche. Si vous faites des locations courte durée type Airbnb, déjà renseignez-vous sur la demande des Airbnb, je peux faire une vidéo là-dessus si vous voulez, dites-moi en commentaire. Également si c'est autorisé dans cette copropriété de faire du Airbnb, est-ce que c'est autorisé dans cette ville de faire du Airbnb? C'est pareil, ça change totalement les critères. Et location moyenne durée, c'est un bon compromis entre les deux. C'est des locations de quelques mois à des personnes qui sont de passage, en formation, en stage, en mutation, etc. Ça demande un peu plus de travail que la location longue durée puisqu'il y a des nouveaux locataires tous les X mois et ça se compte pas en années. Mais on gagne beaucoup plus d'argent parce que pour quelques mois, si c'est en plus des entreprises qui sont prêtes à payer, on peut mettre plus cher que le marché. Donc n'hésitez pas à vous pencher vers cette option. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée là-dessus. En tout cas, c'est super important, bien évidemment, de dès maintenant définir votre stratégie. Il y a également une autre flèche que je pourrais rajouter, c'est les colocations. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est bien? Pourquoi pas? Je connais des gens qui ont réussi avec des colocs. Après, mon avis, je suis un peu sceptique parce que déjà autour de moi, les gens ont du mal à avoir tout le temps 100% de taux d'occupation parce que c'est une clientèle assez précise qui recherche des colocations. C'est pas du tout le monde. Même moi, quand j'étais étudiant, j'ai fait plein de colocs. Jamais de ma vie, toutes les chambres étaient remplies. Et ensuite, derrière, oui, ça demande un peu plus de travail, de réparation, etc. Moi, je suis sceptique. Je fais que des petites surfaces studio ou T1 dans des zones avec une très forte tension locative, meubler, une bonne optimisation des coûts, et là-dessus, la rentabilité, vraiment, elle explose. Donc voilà, avant d'acheter ton premier bien immobilier, vérifie absolument tous ces points qu'on vient de voir, au grand minimum. Si tu veux que je t'aide à acheter ton premier bien rentable, abonne-toi également parce que je vais faire beaucoup de vidéos à venir sur ça. Donc si la vidéo t'a plu, like la vidéo,
abonne-toi, dis-moi en commentaire quelle astuce tu préfères. Et comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Et pour découvrir d'autres astuces secrètes d'investisseurs immobiliers, regarde cette vidéo et abonne-toi.